Salut à tous et à toutes, c'est Yuri-sama et aujourd'hui on se retrouve pour une série de remakes d'anciens tutos. Alors si vous regardez ce tuto via la playlist en description, vous aurez normalement les tutos dans l'ordre originel, mais sachez que ceci est une version 2, retravaillée, corrigée et visuellement mise à jour de la première version. Je compte refaire mes tutos 7, 8 et 9 afin de corriger mes erreurs et de les rendre, j'espère, un peu plus digestes mais surtout clairs. Alors sachez qu'il y aura un sommaire en description de chacune des vidéos, tout comme il y en a en général sur mes tutos relativement longs, afin que vous puissiez la regarder un peu comme vous voulez, c'est-à-dire si vous voulez pas vous faire tout d'un coup, puisque les vidéos vont être assez longues, eh bien vous aurez ces timecodes pour vous repérer. Et si vous voulez revenir voir juste telle ou telle partie, vous avez également les timecodes pour ça. D'habitude, je corrige et j'ajoute des informations supplémentaires dans mes messages épinglés, ce que j'y fais d'ailleurs pour pas mal de mes anciennes vidéos, allez voir et revoir régulièrement pour vérifier, on ne sait jamais. Mais ici, je considérais qu'il y avait trop de choses à redire pour s'en contenter. Je sentais le besoin d'être plus exhaustif et d'expliquer davantage la lecture précise avec comment reconnaître tel ou tel type d'effet, pour ne citer qu'un exemple qui pose toujours autant de problèmes, et que je vais bien détailler dans cette vidéo, d'où sa longueur. C'est un aspect pourtant essentiel que j'avais pas mal survolé dans la première version. Ces tutos vont ensemble et doivent être regardés dans le bon ordre, car j'explique du vocabulaire et des notions au fur et à mesure. Je vais même réserver quelques aspects bien précis de la lecture pour la vidéo sur les chaînes, car je vais en avoir besoin pour mettre en place certaines notions avant de pouvoir aller plus en profondeur. Il faudra cependant que vous ayez un minimum une idée de ce qu'est une chaîne à la base pour regarder ces vidéos. C'est dans le plus basique des livrets de règles que vous pouvez trouver sur internet. Mes vidéos sont davantage faites pour explorer les règles plus en profondeur que pour partir de zéro. Je vais malgré tout être obligé de renvoyer pas mal de fois ma vidéo sur les chaînes pour l'instant, et considérer que cette vidéo est une sorte d'introduction justement à cette prochaine vidéo. Je vais planter les graines, et on verra plusieurs points en détail dans la future vidéo. La vidéo que vous êtes en train de regarder a d'ailleurs été scindée en deux parties, pour éviter de trop en surcharger une et offrir surtout un meilleur plan, déjà que les vidéos seront quand même malgré tout assez longues. On va d'abord traiter les grands principes quant à la lecture des cartes, puis dans la deuxième partie, on verra des cas plus restreints, plein de petits exemples de formulations à connaître, qui s'avéreront, cela dit, être tout aussi importants pour la suite, donc surtout ne la skippez pas. Se demander comment lire une carte peut paraître stupide au premier abord, mais il y a tout un code à connaître afin de bien lire et comprendre les informations données par le texte d'une carte. Tout d'abord, un petit peu d'histoire vite fait. En effet, Konami TCG a introduit le 8 juillet 2011 le PSCT, pour Problem Solving Card Text, au tout début de l'ère X6 en fait. Il a eu pour but de simplifier les textes des cartes, histoire de pouvoir trouver un maximum de réponses sur leur fonctionnement en ne faisant que les lire, et non en ayant besoin d'aller chercher sur internet. Et même s'il est encore parfois nécessaire d'aller vérifier, beaucoup d'informations sont données par les cartes. C'est également pour ça que Konami TCG a décidé de ne plus poster de ruling, contrairement à l'OCG, nous disant de nous baser uniquement sur le PSCT. Cela dit, une majorité de rulings OCG s'applique également au TCG, même si parfois la partie nord-américaine du TCG décide de n'en faire qu'à sa tête. Maintenant, grâce au PSCT, si quelque chose que ce soit cible ou détruit, ce sera dit explicitement. Ne voyez surtout pas ça partout. Lisez simplement vos cartes, et si ça le fait, ça sera écrit. Sinon, ça ne le fait pas. Et il y a des cartes qui ne font que bannir ou qu'envoyer au cimetière. Et il y a aussi des cartes qui ne ciblent pas. Surtout ne confondez pas tout au prétexte que les actions se ressemblent. Si elles n'ont pas le même nom, c'est pas pour rien. Un progrès essentiel à faire quand on veut mieux comprendre le jeu est d'accepter que le vocabulaire a son importance et que chaque mot a un sens bien particulier. Mais bien évidemment, si vous avez des éditions antérieures au PSCT, alors là oui, toute question est légitime, parce qu'avant c'était pas nécessairement clair. Cela dit, réside un problème principal selon moi, Konami ne donne pas facilement accès à des explications de ce code, enfin surtout pas en français. Au moins en anglais, ils ont toute une série d'articles sur leur site. Et c'est donc ce que je vais faire ici, vous l'expliquer point par point, et même ajouter diverses informations sur la lecture des textes au fur et à mesure qu'on avancera. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le texte d'une carte? Des matériels, pour les fusions, synchros, etc. Mais surtout, des conditions, des coûts et des effets. La différence principale entre ces termes est que les effets sont annulables, et le reste non. Il existe plusieurs types de conditions, comme celle de victoire avec Exodia, ou sur l'invocation avec le dragon du jugement, mais également des restrictions accompagnant l'activation ou l'utilisation de cartes ou d'effets, comme on a avec bouc émissaire par exemple. Ou encore par exemple, des conditions relatives à des noms, comme avec Chaos, héros du contraste, traité comme un héros élémentaire en toutes circonstances. Et je n'ai pas tout cité,
Il y en a des tas à vrai dire. Même la page du wiki que je vous affiche actuellement n'est pas exhaustive. Et donc, pour tout le bien que je vais dire de Konami TCG et de tout ce qui a été fait pour améliorer la compréhension des textes, il y a pour l'instant un problème au niveau des conditions selon moi, qui ne sont pas toutes clairement indiquées. Heureusement certaines sont entre parenthèses, comme les précisions sur les noms par exemple, mais autant les conditions de victoire ou d'invocation sont assez facilement identifiables avec un minimum d'expérience, autant certaines ressemblent comme deux gouttes d'eau à des effets continus. Au final, on arrive à s'y faire avec l'expérience, mais c'est vrai que tout n'est pas forcément très clair. On peut cela dit trouver des conditions communes, notamment avec des phrases qui peuvent se répéter sur différentes cartes, et qui ne sont là que pour mettre des restrictions, mais c'est pas une science exacte malgré tout. Mon exemple préféré c'est vraiment le dragon chargement flash, car sa première phrase est une condition et non un effet, et par conséquent c'est impossible à annuler. Vous ne pouvez pas juste annuler ces effets pour d'un coup pouvoir invoquer dans les zones qu'il pointe. Mais ça on peut pas en être sûr sans aller le vérifier sur internet. Même remarque sur une catégorie singulière de coups, les coups de maintenance. Enfin, on appelle ça communément un coup, mais officiellement ça n'a pas vraiment de nom, hein. On utilise ça juste pour avoir un terme à utiliser, quoi. Ils ne démarrent souvent jamais de chaîne, et n'étant pas des effets, ne sont pas annulables. On retrouve ça dans la première phrase du Château Doré de Strandberg, où, même si ces effets ont été annulés, il faudra tout de même payer le coût de maintenance qui vous oblige à bannir face verso 10 cartes. Sauf si bien sûr on n'a pas 10 cartes dans le deck, auquel cas la carte se détruira. Et donc, pour pouvoir vérifier tout ça, je vous conseille vivement d'aller sur un wiki tel que Wikipédia, qui classe les différentes phrases dans le texte d'une carte en indiquant la catégorie à laquelle elles appartiennent, et ce, dans le même ordre. Vous le voyez à l'écran, je mets la classification et les phrases en parallèle avec des couleurs. J'en profite pour préciser que vous avez les textes français sur ce site, un peu plus bas, mais uniquement si la carte est sortie chez nous. On peut aussi différencier ces aspects sur les cartes OCG, car elles numérotent les effets, et donc ce qui n'est pas numéroté n'en est pas un. Nous n'avons malheureusement pas ce privilège. On a également un autre type de coups, là aussi un abus de langage, que je vais mentionner maintenant, comme ça sera fait, et qui sont les coups imposés par un effet continu et qui sont relatifs à une certaine action, mais qui ne sont pas des coups d'activation. Alors c'est tout simplement des effets du style « un joueur doit faire telle action pour faire telle action ». C'est souvent payer des points de vie, ou sacrifier un monstre pour invoquer, attaquer, ou avoir le droit d'activer une carte ou un effet. Ça reste des coups imposés par des effets continus en soi, mais l'action qu'ils imposent est considérée comme un coup à payer, on va dire. Ce que j'entends par là, c'est que si vous sacrifiez un monstre pour déclarer une attaque avec le guerrier panthère, il n'est pas considéré comme envoyé au cimetière par un effet de carte, car c'est un coup que j'ai payé. C'est ça la nuance en fait. Voilà, les coups d'activation, on va le voir, c'est par rapport à l'activation d'un effet. Là, on parle de déclarer une attaque, ce qui n'est pas quelque chose qui démarre une chaîne. Pour que vous saisissiez un petit peu la nuance, et c'est pour ça quand même qu'on appelle ça un coup. C'est parce que c'est quelque chose à faire pour pouvoir faire une action, malgré tout. Autre chose maintenant. Dans la continuité du fait que les conditions et les coups ne peuvent pas être annulés, si une carte a ses effets annulés, elle peut quand même activer un effet et payer son coût d'activation. Même si Dante a ses effets annulés, il peut activer son effet, détacher son matériel et envoyer jusqu'à 3 cartes au cimetière. Mais pour tout ça, je vous renvoie vers mon tuto sur les activations et annulations que j'ai réalisé depuis l'ancienne version de cette vidéo, où j'ai détaillé les différentes interactions et les règles qui vont avec. Passons aux effets en eux-mêmes, car c'est là où la ponctuation va jouer un rôle capital. Par exemple, chaque effet est contenu dans une phrase. Si on change de phrase, alors on change d'effet, ou alors on passe à une condition par exemple. Il faut bien différencier les types d'effets surtout. Comme les conditions et les coups, il en existe différents types, principalement déjà les effets qui s'activent et les effets qui ne s'activent pas. Ça sera nos deux grandes catégories déjà. On va commencer par les premiers. Un effet qui s'active est un effet qui crée une chaîne. Alors on dit créer en règle générale, même sur les cartes, mais ça vaut autant s'il est au début de la chaîne qu'au milieu ou à la fin. Un effet qui crée une chaîne, donc, possède toujours une condition d'activation, ou alors un coup d'activation, ou alors les deux. Exception notable de certaines magies pièges, qui ont simplement un effet lors de leur activation, et donc ni condition ni coup. Mais c'est normalement le premier, voire le seul effet écrit sur la carte, donc on active tout simplement la carte sans prérequis. Prenez une carte extrêmement simple comme le pot de cupidité. Vous n'avez ni condition d'activation ni coup, car la condition d'activation, c'est la règle générale qui vous dit que vous pouvez activer une carte magie à tel ou tel moment en fait. Après, certaines cartes ont quand même des conditions ou des coups par-dessus,
bien sûr, tout ne peut pas s'activer comme ça, sans rien du tout. Et je ne pense pas vous apprendre quoi que ce soit en vous disant qu'activer une carte magie ou piège démarre ou continue une chaîne. Donc, la ponctuation sert à séparer la condition, le coup et l'effet en lui-même. Une condition d'activation sera toujours terminée par 2 points, et un coup d'activation par un point-virgule. Par conséquent, on sait qu'un effet s'active si on y voit au moins 2 points ou un point-virgule, et on a parfois même les deux. S'il n'y a ni l'un ni l'autre, alors il ne prendra jamais part à une chaîne. Une condition d'activation est donc un ou plusieurs prérequis pour pouvoir activer un effet, littéralement des conditions à réunir, un contexte à avoir. Tandis que de l'autre côté, un coup d'activation est une action à réaliser lorsqu'on active une carte ou un effet. C'est littéralement un coût à payer. On dit qu'on active, et en même temps on paye le coût. Il ne faut juste donc pas confondre, comme j'ai pu le faire parfois par le passé, que l'action de cibler n'est théoriquement pas un coût d'activation. Alors ça se fait au même moment que de payer un quelconque autre coût d'activation, et ça utilise la même ponctuation, c'est-à-dire le point-virgule, mais il faut bien séparer ça des véritables coups d'activation. C'est pour ça qu'on dit être ciblé par un effet de carte. Et je vais vous donner un exemple où c'est important. Si Dandy au diamant envoie une magie au cimetière, ce qui vous permet d'activer son effet dans le cimetière au tour suivant, vous n'avez donc pas à payer les coûts qui sont normalement à payer pour activer la carte en temps normal, puisque vous en activez simplement l'effet. La condition d'activation est également ignorée. Mais, cependant, le ciblage, lui, reste malgré tout une action à réaliser à l'activation, car si une carte cible, c'est que c'est crucial pour résoudre son effet. On ne fait donc pas l'impasse dessus dans ce cas de figure. On peut juste considérer le ciblage comme une partie de l'effet, mais qui a la particularité de se réaliser à l'activation et non pas à la résolution. C'est pour ça que c'est assimilé au coup d'activation dans la ponctuation, parce que ça correspond au même timing quand même. L'idée est avant tout de savoir quand on doit réaliser telle ou telle action. Ensuite, un petit point ruling que je vais placer ici, car c'est souvent lié au coup, mais ça touche la mécanique en général, que ce soit au niveau des effets ou même des invocations. Lorsqu'on demande de sacrifier un monstre, sans préciser sur quel terrain il doit être, on parle par défaut uniquement de notre terrain. Même remarque pour le fait de sacrifier un monstre dans la main, ce qu'on ne peut pas faire de base. Ça pour le coup c'est souvent autorisé explicitement par les magies rituelles, qui sont, soit dit en passant, des exemples de sacrifice via un effet et non un coup. Dans le cas du décodeur bavard, bien qu'il vous permette de sacrifier un monstre qu'il pointe pour activer son effet, vous ne pouvez pas sacrifier un monstre adverse. En effet, même s'il peut tout à fait pointer un monstre adverse à un moment ou à un autre, il peut aussi et surtout pointer vos monstres. Et par conséquent, cette règle n'empêche pas l'effet d'exister tel quel, et donc on n'a aucune raison de la contourner. De plus, si on la contournait, ce serait normalement dit explicitement. Et tant que j'y suis à rappeler quelques rulings, je vais aussi rappeler que si un effet demande de défausser pour un coup, la carte défaussée ne sera pas considérée comme ayant été défaussée par un effet de carte. Je n'ai pas insisté tout à l'heure sur la différence entre les effets et les conditions et coups tout à l'heure pour rien, ce ne sont pas les mêmes choses. Si on prend les célèbres mondes ténébreux, qui demandent à être défaussés par des effets de cartes, ils ne se déclencheront pas s'ils sont défaussés pour un coup, comme dans le cas d'hommage aux damnés. Les monstres danger, en revanche, veulent simplement être défaussés, donc avec eux ça marcherait très bien. Pour éviter ces erreurs, il faut donc se concentrer sur la ponctuation. Mais c'est pas fini, la ponctuation ne fait pas tout, car un effet qu'on a reconnu comme un effet qui s'active, eh bien il faut quand même encore identifier de quel type d'effet il s'agit. Pour simplifier, on va dire qu'il existe deux grands types d'effets qui démarrent une chaîne. Les effets déclencheurs, ou trigger en anglais, et les effets d'ignition, littéralement les effets d'allumage. Alors là aussi on verra point par point ce qui change dans le contexte des chaînes, mais pour l'instant retenez simplement ceci. Un effet déclencheur va avoir une condition d'activation extrêmement particulière, car littéralement il se déclenche suite à une certaine action. Ceux que vous reconnaîtrez instinctivement sont les effets flip, une sous-catégorie d'effets déclencheurs. Mais on a également des effets du style lorsque cette carte est détruite au combat. Et avec cet exemple, vous remarquerez que la phrase est au présent, et c'est un élément majeur pour reconnaître une condition d'activation d'effet déclencheur. Un autre exemple, c'est les effets du style si cette carte est invoquée. On parle bien du moment précis de l'invocation, c'est donc un effet déclencheur. On va l'activer en réponse à l'invocation et pas plus tard. Car il ne faut pas confondre avec des conditions similaires mais au passé.
Le robot briseur dit « Durant votre main phase, si cette carte a été invoquée normalement ce tour ». Le fait d'avoir invoqué normalement le monstre fait partie des conditions d'activation de son effet, mais c'est pas au présent. Ce n'est donc pas un effet déclencheur. C'est ce qu'on appelle un effet d'ignition, un effet qui demande une activation manuelle du joueur durant sa main phase 1 ou 2, et qui n'a pas de timing d'activation ultra précis, tout au plus durant la main phase, comme ici. Mais alors, si on prend une carte comme Explorateur des Profondeurs, vous allez me demander comment interpréter son effet. On lit à la fin de la battle phase, si cette carte a été détruite au combat et envoyée au cimetière. Et c'est ici le timing précis qui prime. En effet, j'ai dit qu'un effet d'ignition ne s'activait que pendant la main phase, et c'est parce que dans cette phase, vous avez une liberté d'action bien plus grande, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres phases. Mais si vous avez un effet du style durant la draw phase, standby phase, battle phase, end phase, ou se référant à un timing précis de la battle phase, comme l'explorateur qu'on vient de voir, c'est automatiquement un effet déclencheur. Ce sont aussi des marqueurs d'effet déclencheur, au même titre qu'un timing extrêmement précis dans le temps. Les effets déclencheurs et d'ignition sont de spell speed 1. La spell speed d'une carte ou d'un effet, c'est ce qui détermine quand et en réponse à quoi on peut l'activer, additionné à ce qu'est l'effet, déclencheur ou ignition. Là aussi, on en reparlera en profondeur dans le tuto sur les chaînes. Mais alors que les déclencheurs ont un système bien à eux au niveau des chaînes, les ignitions ne sont chaînables à rien. Si on a un effet d'ignition dans une chaîne, il sera forcément le premier maillon de cette chaîne, et jamais rien d'autre. En revanche, on a ce qu'on appelle les effets rapides, Quick Effects en anglais, qui sont en fait des effets d'ignition mais de spell speed 2 cette fois. Ce qui veut dire qu'on peut les chaîner à presque tout, et qui n'ont pas nécessairement une condition d'activation ultra précise, bien que ça puisse être le cas, dans le cas où ils doivent répondre à l'activation d'un effet par exemple. Ils sont indiqués par la mention effet rapide, anciennement durant le tour de chaque joueur. Ça veut aussi dire que si vous avez un effet qui peut ressembler à un effet déclencheur, mais qu'il est écrit que c'est un effet rapide, il faut directement suivre le texte. À partir de là, il n'y a pas vraiment à réfléchir, et l'identification du type d'effet se fait extrêmement facilement. Dans le cas d'Ange de Loyauté, on lit « Durant la damage step, lorsqu'un monstre lumière que vous contrôlez combat, effet rapide ». Certes, on dit « Durant la damage step », ce qui pourrait induire un effet déclencheur, mais on lit directement après « Effet rapide ». Donc il n'y a pas de question à se poser, sans la mention effet rapide, par contre, ce serait un effet déclencheur. Mais là, je vais pas trop entrer dans les détails, on continuera l'explication dans la vidéo sur les chaînes, ça sera bien plus simple pour vous de vous expliquer les subtilités quand j'aurai déjà établi le fonctionnement précis d'une chaîne. J'ajouterai simplement qu'un effet qui s'active ne s'active que sur le terrain par défaut. S'il s'active autre part, c'est implicite au vu de sa condition d'activation ou de comment il se résout. L'Ange de Loyauté, son effet s'active depuis la main, puisqu'il faut l'envoyer depuis la main au cimetière par exemple. Là on comprend directement en lisant la façon dont l'effet doit être activé et résolu, qu'on n'active pas cet effet sur le terrain, mais bien dans la main. Maintenant que vous avez vu les effets qui s'activent, on va voir comment reconnaître et différencier les autres types d'effets. Il en reste à la fois beaucoup et très peu en vérité, et vous allez vite comprendre pourquoi je vous dis ça. On a bien sûr les effets continus, qui sont des effets appliqués dès que le monstre en question touche le terrain, et qui le restent tant qu'il est face recto sur le terrain. Enfin, c'est comme le reste, il peut y avoir des exceptions qui demandent des conditions particulières pour être appliquées, ou qui ne le sont que temporairement, mais globalement c'est l'idée à retenir. Ils sont appliqués en continu, ils ne s'activent pas, et donc n'ont aucune ponctuation particulière. Et tout ce qui nous reste, ce sont les effets non classés, comme dit le wiki, c'est-à-dire qui ne rentrent dans aucune des catégories précédemment évoquées. Alors là je vous en affiche, il y en a un sacré paquet, et encore ce que vous voyez ne représente que les plus notables, mais ils sont tous plus ou moins différents du reste. Les monstres gémeaux ont par exemple un effet qui les traite comme des monstres normaux sur le terrain et dans le cimetière. Ça ressemble, comme deux gouttes d'eau, à un effet continu, mais théoriquement ça n'en est pas un, car il est aussi effectif dans le cimetière. Et c'est souvent ce genre de petites nuances qui sont pas très compliquées à comprendre, mais quand même. On a aussi un peu la mauvaise habitude de parler des effets du type Cyberdragon comme des conditions d'invocation, ce qui n'est théoriquement pas le cas, ça reste un effet et pas une condition. Pour faire simple, une condition d'invocation type Dragon du Jugement impose des restrictions quant à quand et comment on peut invoquer le monstre d'une certaine manière, tandis qu'un effet d'invocation permet simplement d'invoquer le monstre d'une autre manière,
plus spécifique et sans l'aspect restrictif généralement. C'est juste un bonus qui nous donne une option supplémentaire, en plus de la façon classique, pour invoquer le monstre en question. On peut très bien invoquer Cyberdragon par invocation sacrifice, comme tout monstre de niveau 5, on peut également l'invoquer spécialement de plein de manières différentes, mais il a cet effet qui lui donne une option alternative. A l'inverse, le dragon du jugement ne peut s'invoquer que via sa propre méthode. Alors je parle que de monstres depuis tout à l'heure, mais c'est parce que ces termes sont en fait théoriquement utilisés que pour les monstres. Le wiki utilise les termes de quick-like, trigger-like, ignition-like, etc. pour les magies et pièges, parce qu'au fond ce sont les mêmes principes. Il faut juste pas oublier que la spell speed d'un effet dépend du type de magie piège dont on parle. Là aussi, rendez-vous dans la vidéo sur les chaînes. On va terminer cette première partie avec les restrictions du style une fois par tour, appliquées aux différents types d'effets, même si c'est en grande majorité réservé aux effets qui s'activent, car il en existe différents types. On a ce qu'on appelle les soft once per turn et les hard once per turn, qui correspondent à 2 degrés de restriction. Un soft once per turn est un simple une fois par tour, écrit sur une carte. On peut donc l'utiliser une fois par tour par carte. Si on dispose de plusieurs copies, c'est une fois par copie, mais également si une carte a utilisé son effet une fois par tour, puis quitte l'endroit où elle est et revient par la suite dans le tour, on peut réactiver ce genre d'effet. On l'identifie en quelque sorte comme une nouvelle copie à ce niveau-là. Aussi, si l'activation d'un effet de ce genre est annulée, on ne peut pas directement le refaire. Le une fois par tour se réfère davantage à l'utilisation de l'effet, à sa tentative d'activation si on veut. Si Revolver Dragon est sur le terrain et active son effet, on ne peut pas le réactiver directement à la suite, même si l'activation a été annulée, ou même si juste l'effet a été annulé. En revanche, si j'en invoque une autre copie, ou que je l'envoie au cimetière et que je le ramène avec Monster Reborn, je pourrais réessayer. Les Hard Once per Turn sont quant à eux représentés par les « vous ne pouvez utiliser activer cet effet de » et on a le nom de la carte entre guillemets, qu'une fois par tour. Ce qui veut dire que cette fois-ci, la restriction s'applique à toutes les copies qu'on peut avoir. D'ailleurs, la formulation n'est pas hasardeuse. En effet, ça veut littéralement dire que si on a plusieurs cartes avec ce nom et cet effet, pendant le même tour, on ne peut activer cet effet qu'une seule et unique fois. C'est donc la raison pour laquelle les effets qui copient d'autres effets copient généralement les noms, afin de ne pas pouvoir passer outre ce genre de restriction. Et comme vous l'avez entendu plus tôt, il se divise en 2 sous-catégories, activer et utiliser. Tout simplement, la simple tentative d'activation, comme je l'ai dit, compte comme une utilisation, alors que si la carte dit seulement activer et que l'activation est annulée, on peut retenter par la suite dans le même tour, voire même avec la même copie, si elle n'a pas un soft once per turn par-dessus. Si on prend le conducteur de miracle, son premier effet, un effet déclencheur, ne peut être activé qu'une fois par tour. Mais si son activation est annulée et que je redéclenche son effet par la suite, je pourrais alors le réactiver. Mais attention, on parle bien d'activation, pas d'effet. Si seul l'effet a été annulé, alors on peut pas retenter, même dans ce cas de figure. L'effet en lui-même et son activation ne sont pas la même chose. Encore une fois, nom différent, donc choses différentes, on se le rappelle bien. On a également quelques variations sur ce thème, comme le « vous ne pouvez utiliser qu'un effet de nom de la carte par tour et uniquement une fois le tour ». C'est un Hard Once per Turn encore plus restrictif, puisque cette fois, donc, on a une carte avec plusieurs effets et un Hard Once per Turn sur tous ces effets. Mais en plus, c'est pas seulement que chaque effet ne pourra être utilisé qu'une fois par tour, c'est qu'on ne pourra en utiliser qu'un seul et unique. On doit donc choisir lequel on veut utiliser ce tour et oublier tous les autres. Alors, pour continuer sur les variations, vous aurez remarqué que j'ai pris les une fois par tour, car c'est ce qu'on retrouve majoritairement. Mais pour ces restrictions, on a d'autres possibilités. On a une fois par duel, qui est assez explicite je pense, mais c'est plutôt les une fois par chaîne et une fois par combat qui posent problème généralement. Une fois par combat, ça veut simplement dire à chaque fois que la carte combat. Un combat, c'est entre 2 monstres. Donc ça sera une fois durant la durée de chaque combat, entre la déclaration de l'attaque et la fin de la damage step. Mais du coup, ça peut être autant de fois que le monstre combattra ce tour. Ah oui, si c'était une fois par tour ou une fois par battle phase, ça serait directement écrit comme ça. Le une fois par chaîne, quant à lui, veut simplement dire que je ne peux pas activer l'effet en question à plusieurs étapes de la chaîne. Mais on peut l'activer plusieurs fois dans le même tour. Ça veut pas non plus dire qu'on doit nécessairement l'activer en Chain Link 2 ou 3.
Ça veut pas dire qu'on peut pas carrément créer la chaîne avec l'effet en question. Même si elle ne fait qu'un seul chaining, ça fonctionne. Non, ça veut juste dire que dans une même chaîne, on peut pas activer 2 fois ce même effet. Mais ça peut très bien être le premier élément de la chaîne comme le dernier. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je peux vous citer Apex Avier de la vallée de Brume par exemple, puisque si j'active son effet pour annuler, et qu'un autre effet est chaîné ensuite, je peux pas rechaîner les mêmes effets par-dessus. Bon, en revanche, pour le coup, c'est un soft once per chain. Ça veut donc dire que le une fois par chaîne ne s'applique qu'à chaque copie indépendamment. Si j'ai 2 Apex sur le terrain, je peux utiliser l'effet d'une copie, et plus tard dans la chaîne, l'effet de la deuxième copie. Les 2 effets peuvent même tous 2 cibler la même carte. Bon, ça veut dire que le dernier à se résoudre n'aura plus rien renvoyé en main, donc il pourra plus annuler, mais bon, sait-on jamais, ça peut s'avérer plus optimal dans un certain contexte. Il existe également des hard ones per chain, comme avec Cauchemar sans fin. Si j'ai 2 fois cette carte sur le terrain, je ne peux faire l'effet que de l'une d'elles à chaque chaîne. Je peux pas faire comme avec les Apex, justement. Parlons également des 7 effets ne peut être utilisé qu'une fois tant que cette carte est face recto sur le terrain, ou encore une fois tant que cette carte est face recto sur le terrain. Ce sont une sorte de soft once per turn un peu spécifique. C'est-à-dire que tant que la carte en question est face recto sur le terrain, c'est un effet qu'on peut faire qu'une seule et unique fois. Mais si on invoque une autre copie, ou que la carte passe face verso puis à nouveau recto, ou que la carte quitte le terrain et retourne, alors on peut réutiliser l'effet en question. C'est un peu un une fois par tour, mais au lieu d'être par tour, c'est par durée de présence de la carte sans qu'elle ne bouge ou qu'elle soit flippée face verso. Un peu ça. Je pourrais également mentionner les « vous ne pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour », qui renvoie dans l'écrasante majorité des cas à un effet qui vous octroie une seconde invocation normale. Ce qui veut dire que même avec plusieurs copies de la même carte, ou même plusieurs cartes différentes qui vous donnent ce même effet, vous ne pourrez pas gagner une invocation supplémentaire plus d'une fois. Je rajoute également un petit bout tant qu'on est sur l'écriture des effets en général, car certains ont également du mal à faire la différence entre les effets obligatoires et les effets optionnels. Un effet obligatoire devra être activé si sa condition est remplie, même si l'effet en lui-même ne peut pas se résoudre, assez étonnamment. Par exemple, Entre des Ténèbres devra activer son effet en fin de tour, et ce, même si aucun monstre n'a été sacrifié ce tour, car la carte a un effet déclencheur obligatoire. A l'inverse, un effet optionnel est indiqué par un « vous pouvez », qui indique donc que le joueur a le choix d'activer l'effet ou non. Voilà, j'espère que cette première partie vous a plu. Si j'ai des éléments en rapport avec cette partie à ajouter, ils seront en commentaire épinglé sous cette vidéo, mais on n'en a pas encore terminé avec les lectures des cartes en général, et c'est pour ça que je vous donne rendez-vous pour la seconde partie de ce tuto, pour les notions plus fines et plus contextualisées. Mais certaines restent quand même capitales pour la vidéo sur les chaînes, qu'on fera donc juste après. A plus les gens!